Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade comme tous nos journalistes de la rédaction suite au... Alors c'est pas un petit virus qui traîne là, mais attention, il paraît que la gastro arrive, la grippe, il y a eu les excès des fêtes, donc bon, j'espère que vous êtes en forme. Vous allez pouvoir veiller un petit peu avec nous puisque nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vos fragilités, de vos doutes, de vos joies, de vos contrariétés. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil au 39 21 pour vous accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également vous faire entendre en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et oui. que oui. vous revenez reposer. Oui, je suis bien reposée. Je vous remercie. Et vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? D'excellentes fêtes. Oui, tout va bien. Donc tout est parfait. J'espère que 2013 sera au top et du coup, je souhaite mes vœux à tous les auditeurs qui nous écoutent au moment où je parle. Merci beaucoup. Merci pour eux. Très belle année à vous également, Benjamin. Merci beaucoup. Alors, vous avez pris une résolution en ce début d'année? C'est ça. Et cette résolution, du coup, c'est de devenir bénévole, en fait, pour une association. Oui. Et l'association qui m'intéresserait serait une association où le contact avec l'être humain serait très important. Et je suis sur Lyon, et sur Lyon, il y a une association qui a son centre d'écoute qui est SOS Amitié. Oui. Et je me posais la question, en fait, pourquoi pas de donner un coup de main, parce que on a échangé avec eux par email et ils recherchent toujours des bénévoles. Oui, oui. Et la question que je me pose, et d'où votre aide et votre point de vue, c'est parce que écouter comme ça les propos des gens, recueillir un petit peu toutes les confidences des personnes par téléphone, se positionner ou pas se positionner, finalement, qu'est-ce qu'on risque en fait? Alors quand on est quand on est psychologue, j'imagine qu'on est préparé pour arriver à ne pas tout prendre à cœur, mais quand on est un citoyen, qu'est-ce qu'on peut risquer à écouter comme ça toutes le malheur et le mal-être des gens? Oui, c'est la question que je me pose. Oui, c'est une bonne question. C'est on peut si vous voulez être submergé par un trop plein d'émotions, par se sentir complètement débordé, parce que il peut y avoir dans ce qui est exprimé, dans une situation relatée, quelque chose qui fait écho à ce que vous-même vous avez vécu ou que vous vivez actuellement, et ça va venir vous frapper de plein fouet. Vous voyez, c'est-à-dire que si c'est une situation évoquée qui est paradoxalement, on dit que vous n'avez pas vécu, on dit on ne peut pas comprendre, mais à la limite on a une distance là. Forcément. Alors que si ça touche de trop près quelque chose que vous-même vous êtes en train de traverser, je pense à une épreuve, évidemment, je vais prendre l'exemple d'un deuil, si vous-même vous êtes très en plein travail de deuil, en plein processus de deuil, très fragilisé, qu'une personne vous parle de la perte d'un être cher et se sent complètement dévasté par ça, si vous-même vous êtes dans une phase comme ça, vous pouvez vous sentir extrêmement fragilisé. Voilà, ça peut fragiliser. Mais dans ces cas-là, de toute façon, SOS Amitié est une association qui a suffisamment de recul, qui fait un travail formidable. Et depuis, je sais pas, ça fait au moins maintenant, je sais plus, c'est quoi, 50 ans, je crois qu'ils font ça. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais
Ils forment leurs écoutants. Hein. Il y a une formation, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre du jour au lendemain près d'un téléphone et à dire allez hop c'est parti. Bon, sachant que en plus vous évoquez, vous dites c'est un rôle d'écoute où on ne va pas, contrairement à un psy, vous n'allez pas faire d'interprétation de ce qui vous est dit, vous n'allez pas analyser le contenu du discours. Vous êtes vraiment dans ce rôle d'écoutant, ce qui ne veut pas dire que vous êtes passif. Hein, parce que si c'est juste écouter et ne pas réagir, les gens n'auraient pas d'intérêt à s'exprimer. Mais quand vous dites vous positionner, non, vous n'avez pas véritablement à prendre position en tout cas. En fait, oui, je pense que c'est plutôt un rôle d'empathie ou de bienveillance. Oui, il faut beaucoup il faut beaucoup d'empathie. Ça fait partie des qualités premières. Et justement, éviter de trop se projeter et de parler de soi. C'est-à-dire même si ça fait écho à quelque chose que vous avez traversé. Mais ça demande évidemment beaucoup d'empathie, du recul, mais il y a certainement des mises en situation avec des personnes qui peuvent être aussi dans leurs demandes un peu manipulatrices, un peu qui vont vouloir que vous sortiez d'une certaine neutralité. Parce que à SOS Amitié, par exemple, souvent il n'y a pas, contrairement à ce qui est fait avec un travail thérapeutique, vous n'avez pas toujours, vous n'allez pas faire un suivi. Même si, il y a des permanences, vous pouvez reconnaître certaines personnes, parce qu'il y a des habitués, comme dans chaque numéro spécialisé, il y a des personnes qui vont appeler régulièrement, même si ce n'est pas le but. Parce que SOS Amitié fait aussi un travail quand même à un moment, elle n'est pas là pour... si une personne appelle tous les jours, ça pose question. Vous voyez, à un moment, il faut pouvoir aussi orienter. Mais les personnes cherchent souvent à personnaliser le lien, parce que ça les rassure. Vouloir avoir... votre prénom, savoir qui vous êtes, quel jour vous travaillez. Or, justement, c'est une protection qu'ils mettent en place, de faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même personne que les appelants vont avoir en ligne. D'accord. Parce que du coup, j'entends ce que vous dites et du coup, dans les médias, il y a quelque temps, on a entendu parler. Je me compare pas du tout à cette personne, mais par exemple à Jean-Luc Delarue qui expliquait qu'à force d'écouter la confession de toutes ces personnes sur ces plateaux de télé, finalement, au bout d'un moment, a un peu tout pris à cœur comme ça, alors qu'ils se sentaient forts. Je me dis, est-ce que quand on n'est pas un producteur de télé hyper connu et qu'on est juste un citoyen, comment on peut dire en pensant qu'on est un petit peu solide finalement, même si, vous me l'avez dit, je l'ai lu sur leur site, des psychologues peuvent avant d'être sélectionnés chez SOS Amitié, détecter des profils résistants ou moins résistants à ça, mais comment on peut se dire que finalement on va pas y laisser un petit peu quelque chose, quoi. C'est un peu la question que je me pose. Je sais qu'il n'y a pas de réponse toute faite, hein, Caroline, mais est-ce qu'il y a quand même des traits de caractère, des points de caractère ou des... il vaut mieux aller bien. Si vous voyez, je vais aller. Voilà, il vaut mieux aller bien. Si vous allez faire vous postulez pour un travail d'écoutant alors que vous êtes dans un moment de votre vie où ça ne va pas, où vous êtes déprimé, où vous êtes très angoissé. Vous voyez, il vaut mieux passer votre chemin. Si on se dit que ça va plutôt, ce qui est mon cas, je me sens pas du tout ni déprimé, ni angoissé particulièrement, comme tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, ça reste hyper correct. Si on va bien, est-ce que quand même on peut se dire bon voilà, il y a quand même des risques. Est-ce que dans ces métiers-là, alors dans les métiers de personnes qui écoutent beaucoup l'autre, est-ce qu'il y a quand même plus pas de taux de casse après, mais est-ce qu'il y a quand même plus de possibilités de mal aller après, ou finalement, si on va bien, il n'y a aucune raison de mal aller après parce que
Vous voyez, c'est vraiment cette question-là qui Le me pose risque, si problème. vous voulez, Ouais. c'est un moment de se laisser complètement accaparer, absorber. On rentre chez soi, on n'arrive pas à refermer la porte sur les difficultés que l'on a entendues. On n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Alors, évidemment, il y a des histoires, il y a des témoignages qui poursuivent plus que d'autres, auxquels on pense. C'est humain, hein, on peut pas, si vous voulez. Et même vous évoquiez les psys, je suis bien placée pour en parler. Ça protège pas de tout, hein, loin de là. Ça protège pas de l'angoisse, ça protège pas. Bon, ce que l'on apprend, et pas dans les études théoriques, mais en faisant une analyse, c'est-à-dire un travail personnel et à long terme sur soi, c'est pouvoir faire la part des choses entre notre histoire et celle d'autrui. Et apprendre à faire la part des choses. Oui, à ne pas se laisser, à ne pas se laisser complètement envahir, à ne pas vouloir à tout prix être aussi à la place de l'autre, et c'est-à-dire être dans le conseil. Je n'ai pas, moi, jamais travaillé personnellement à SOS Amitié, mais ils ne vont pas être directifs au téléphone, ils ne vont pas donner des conseils. Cela dit, vous pouvez. Et ça doit faire partie de leur formation, être confronté à des situations un peu critiques, avec des gens qui vont mal ou des gens qui peuvent avoir des idées suicidaires. Bon, c'est des cas de figure, j'imagine, auxquels on fera référence, et vous aurez une formation là-dessus. Et je pense, mais je vous dis encore une fois, je m'avance peut-être un peu, mais c'est quand même une association qui fait du travail sérieux, qu'il doit y avoir un moment des groupes de supervision. C'est-à-dire justement pour des appels qui ont posé problème, des situations qui ont pu mettre en difficulté, pouvoir en parler. En groupe, à mon avis, hein, si vous voulez. Moi, je travaillais dans une association où il y avait également des écoutants. C'était au sujet de l'enfance maltraitée. Il y avait des réunions assez régulièrement pour que les personnes, les écoutants, puissent nous faire part de ce qu'ils avaient éprouvé, ressenti, là où ils s'étaient sentis en difficulté. C'est là où on apprend le plus, hein, dans ces situations où on se sent en difficulté. Mais comment, si vous voulez, jusqu'à quand vous allez apprendre des choses, c'est-à-dire même des techniques même d'entretien, de reformulation, de combien de temps doit durer aussi un entretien. Parce qu'il y a des personnes, finalement, si vous les laissiez parler, elles pourraient rester 3 heures avec vous, hein, 2 heures. Bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête aussi pour elles aussi. Oui, parce que parfois, et d'ailleurs on l'entend parfois même sur l'antenne, hein, quand des personnes vous appellent, elles sont complètement ingérables, il y a pas d'échange, hein, vous posez des questions et ces personnes-là ne vous répondent pas, elles écoutent pas, elles sont dans leur angoisse, dans leur histoire, dans leur angoisse. Pourtant elles savent qu'elles sont en train de parler avec quelqu'un, mais finalement en face elles n'écoutent même plus la personne. Et je me dis pareil, en fait il va falloir à un moment donné être parce que sur leur site, c'est écrit il ne faut pas être non directif, mais finalement, il faut quand même l'être un petit peu, je pense, quoi. Il ne faut pas être non directif. Il ne faut pas être directif. Oui, sur leur site, c'est écrit être non directif. Non, mais c'est-à-dire directif. Vous n'avez pas à dire que c'est pas en termes de conseil, mais pour autant, il y a un cadre. Il y a un cadre forcément. Bien sûr, pour vous. Hein, c'est quelles sont vos limites, jusqu'où vous pouvez aller, et ça on vous l'expliquera. Bien sûr, non mais oui, ça je sais bien que. Et puis, si vous voulez, le risque, c'est de vouloir trop s'impliquer, c'est-à-dire, et c'est très important de connaître ses limites. Et c'est le risque, je pense, quand on n'a pas de formation au départ, c'est de vouloir peut-être trop en faire. De vouloir, à un moment, on a l'impression presque que l'avenir, la vie, entre guillemets, de cette personne dépend de nous. Non, il faut relativiser aussi quand même son rôle. C'est important d'être là à ce moment T, mais c'est un moment dans la vie de cette personne. Et on n'est pas tout puissant. Et ça, c'est important parce que c'est souvent un défaut que l'on a tous au départ dans ce travail d'écoute, c'est de penser qu'on peut tout régler. Oui, mais vraiment, je suis absolument d'accord avec vous. Ça apprend l'humilité, hein. On le voit même dans notre cadre tous, tous les êtres humains, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là au moment où je parle, on a tous des amis et parfois ces personnes-là nous confient leurs problèmes et parfois on a tendance à peut-être vouloir aller trop loin dans le conseil qu'on pourrait donner avec cette personne en s'imposant trop et c'est vrai que je l'ai déjà vécu et
Et l'humilité, avec le temps et les années, même si j'ai que 28 ans, l'humilité avec le temps et les années fait que on apprend à se dire à un moment donné, il faut que j'écoute cette personne, il faut que je fasse preuve d'empathie, mais il faut pas que je lui donne trop mon point de vue et que je le laisse plutôt agir en fonction de son ressenti. Oui, au final, il faut la considérer comme une personne qui est tout à fait, qui est responsable, et c'est elle qui à un moment pourra trouver la meilleure solution pour elle. Et puis, bon, il n'y a pas, je vous dis, c'est un moment ponctuel où vous êtes là et où il peut y avoir un échange avec un autre être humain qui ne sera pas dans le jugement. Ne pas être dans le jugement, oui, c'est vrai. C'est important de ne pas être dans le jugement. Alors, il y a Alain qui dit qu'il faut aussi essayer de garder la bonne distance. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, vous êtes une présence attentive, bienveillante, mais vous n'êtes pas le copain, la copine. Vous n'êtes pas le thérapeute non plus. Donc, il y a des ajustements. Et si vous voulez, on apprend. Et vous êtes bien encadré. C'est-à-dire que les premiers temps, vous aurez quelqu'un auprès de vous, hein. On va pas vous lâcher comme ça. Je m'en rends compte. S'il y a des personnes qui sont après intéressées ou qui veulent voir sur leur site internet, le détail pour devenir écoutant est plutôt bien expliqué. Mais vous avez eu un entretien ? Non, pour l'instant, on a communiqué que par email pour ensuite peut-être un entretien. Je me souviens que j'avais postulé en fait il y a quelques années. J'étais plus jeune, j'avais 23 ou 24 ans, et d'office on m'avait dit que la candidature ne pouvait être retenue par rapport à l'âge en fait qui était trop jeune. Ah bon, parce que visiblement, je pense qu'il doit avoir un âge minimum demandé, peut-être pour avoir assez de recul dans la vie ou je ne sais quelle autre raison. Et là, visiblement, l'âge ne pose plus de problème. Caroline, ça y est, je suis assez âgée, 28 ans. Mais toujours aussi motivée, donc, puisque vous avez différé... Toujours aussi motivé. Et l'idée, en fait, d'avoir votre conseil, c'est d'avoir aussi pas qu'un seul point de vue, parce que même si je leur fais confiance, c'est aussi d'en avoir un deuxième pour ensuite être sûr, parce que si je m'investis quand même dans cette association, c'est pas pour y rester 15 jours, mais pour ensuite être une personne sur qui cette association puisse compter. Donc, Alors, vous voyez, je reçois un SMS de Fabienne qui dit « Je suis bénévole et tous les mois, nous parlons à une psychologue pour évacuer tous les problèmes que nous rencontrons. » Alors, Fabienne ne précise pas si elle est bénévole et écoutante à SOS Amitié, mais il y a quelqu'un aussi qui me dit « Je suis bénévole depuis 1 an auprès de Main dans la main, l'association Main dans la main, qui travaille auprès d'enfants hospitalisés. Et lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous avons des groupes de parole pour pouvoir en parler. » Confronté à des décès, ajoute cet auditeur ou cette auditrice, j'ai pu en parler. D'accord, ok. Et si des auditeurs qui nous entendent, eux, peuvent également nous dire comment, lorsqu'ils sont confrontés à des appels téléphoniques quand même assez lourds, des maladies, des choses quand même qui sont pas forcément très positives comme ça, comment ces personnes-là, après, le vivent quand on n'est pas issu, quand on n'est pas psy, puisque c'est pas, là on n'est pas du tout psy, mais quand on n'est pas, quand on n'a pas fait de formation particulière, on a eu quelques entretiens, quelques discussions avec des psychologues, mais comment après ils le vivent? Est-ce que finalement ça va plutôt bien parce qu'on est encadré, qu'on arrive à en discuter, ou il y a quand même des moments où c'est très dur? Donc s'il y a des personnes qui nous entendent et qui veulent réagir là-dessus, vraiment, ce serait super intéressant pour moi d'entendre des points de vue. En tout cas, hors antenne, on pourra vous donner des coordonnées. Il y a Vincent qui dit « Travailler dans ce genre d'association m'a permis d'évoluer, de me poser dans ma vie. » En tout cas, bravo à tous ces gens qui y travaillent. Il y a Madi qui dit être psy, c'est ouvrir les yeux aussi sur cette évidence qu'il n'y a rien de plus complexe que la réalité humaine. Mais vous, c'est pas... Écoutons, on vous demande pas d'être psy. C'est-à-dire qu'il y a une formation qui se met en place et vous pourrez en parler. Alors, on a Camille qui est avec nous au 3921. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je crois que c'est Benjamin. Oui, c'est ça. Bonsoir Benjamin. Moi, c'était juste une petite réflexion que j'avais à propos de votre interrogation. Parce qu'en fait, moi, je travaille à l'hôpital et je suis quelqu'un d'assez sensible. Et j'ai remarqué que je ne suis pas psychologue du tout, mais quand je mets ma blouse, je change, c'est comme si j'étais dans un jeu de rôle, c'est-à-dire que je suis une autre personne. Et je pense que quand vous allez aussi arriver au standard de SOS Amitié, vous allez presque être dans une autre position. C'est un peu comme c'est pas que c'est pas un jeu, mais vous aurez un rôle précis. Et je pense que ça va aussi vous aider à accepter mieux
l'écoute qu'on va vous demander. C'est symbolique ce que vous éprouvez, vous, avec la blouse, comme une blouse qui est finalement une protection aussi. Voilà, mais je pense que et je pense que le fait aussi d'aller dans un lieu où il y aura d'autres personnes, une cabine, une écoute, ça va permettre aussi, enfin, il me semble, peut-être que je me trompe, mais que c'est aussi une façon de se retrouver dans un système qui va l'aider aussi à pouvoir écouter sans en prendre plein la figure. C'est ça, c'est pouvoir écouter et pouvoir s'adapter à la personne que l'on... J'allais dire que l'on a en face de soi. Toute la difficulté, c'est justement que l'on n'a pas la personne en face de soi, que l'on n'a que la voix, mais la voix qui en dit beaucoup sur les... c'est même pas tant les mots qui sont prononcés, c'est souvent les intonations, les cassure dans le rythme, où on sent parfois l'émotion, où on sent presque les larmes qui ne sont pas loin. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais que l'on apprend à repérer. Oui, enfin, moi c'était plus terre à terre, ce que je disais. C'était plus finalement quand on rentre dans un cadre. Je pense que c'est déjà le début d'une une mise en situation qui va sûrement l'aider. Enfin, c'est pas la même chose que de se retrouver chez soi. C'est vrai. C'était très très basique, mais je pense que ça aide quand même. Bien sûr, c'est même important. Ça fait partie du cadre que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et finalement, dans votre vie, quand vous quittez votre blouse et que vous arrivez à la maison et que dans la journée vous avez appris, puisque vous êtes à l'hôpital, un décès ou autre, du moment où vous avez quitté votre blouse à la maison, vous avez plus ou presque pas de pensée là-dessus et ça ne va pas gâcher votre soirée, vous n'allez pas y repenser pendant plusieurs jours. Et je dirais même que quand je commence à pas être bien ou à le sentir, c'est que je me dis je suis fatiguée. Et que là, il faut que je reprenne du recul. Mais c'est vrai que je suis étonnée. Puis j'en ai discuté avec des amis, des collègues, qui ont même cette impression. C'est-à-dire que c'est une protection. On arrive et on accepte et on arrive à être plus en empathie avec les personnes. Et c'est vrai que c'est très juste. C'est quelque chose que je ressens aussi. Et je pense que tous ceux qui sont dans la relation d'aide, comme ça, dans la relation humaine, dans la relation d'écoute, quand on est fatigué, à un moment, on a plus de mal à cadrer, on laisse plus l'autre avoir de prise sur nous, et on se laisse aussi plus facilement, tous les sens du terme, envahir d'ailleurs. On arrive moins à poser ses limites. Oui. Et on est atteint de plein fouet. Voilà. Et finalement, c'est ce qui dégrade la relation parce que comme on laisse envahir la relation, du coup, il prend plus de place. Oui, mais on est humain, est humain, donc il faut aussi l'accepter, Benjamin. C'est-à-dire que vous écoutez aussi avec ce que vous êtes, avec votre personnalité, votre sensibilité, avec. Il y a des jours où vous serez moins bon que d'autres. Il faut l'accepter aussi, ça. Vous voyez, si c'est l'idée qu'on va être un super écoutant tout le temps et avec tout le monde, non, c'est pas vrai. Vous êtes bien une super animatrice radio. Non, non. Il y a forcément des soirs où ça va, je me sens mieux, plus en forme que d'autres, et où un témoignage. Vous voyez, enfin et heureusement, il y a des gens, on n'écoute pas les personnes tout le temps de la même façon. Parfois, on m'en fait le reproche d'ailleurs. Compris celles qui m'écoutent, en me disant que j'étais peut-être moins à l'écoute, ou j'ai été plus expéditive, ou plus. Mais heureusement, je vais pas dire heureusement d'être comme ça, mais ça veut dire que si on écoute tout le monde avec de la même façon, avec la même oreille entre guillemets, ça veut dire qu'on n'est pas sincère. Ça veut dire qu'on on a acquis presque des réflexes, et trop de réflexes. C'est-à-dire qu'après on est dans la technique, on n'est plus dans la relation. Oui. Et on peut pas écouter, on n'est pas des robots, donc on écoute aussi avec ce que l'on est, et avec parfois un niveau de fatigue. Là, pour le coup, je remettais pas du tout en cause cet argument de toujours écouter les gens de la même manière. Ouais. C'était vraiment plutôt le recul à avoir après dans la vie privée, mais l'idée c'était pas d'uniformiser. Enfin, voilà. Je sais pas si vous l'avez compris comme ça, mais c'était pas d'uniformiser. Non, pas du tout. Non, ça me permet de dire des choses par rapport à ce qui peut être dit sur l'écoute. Oui. Vous voyez, il y a Gabrielle, et je la remercie, qui m'écrit pour dire: j'ai été directrice de l'antenne locale de SOS Amitié de ma ville pendant 5 ans. Il y a une formation initiale.
avec des jeux de rôle accompagnés par un psychologue et des séances mensuelles de supervision appelées partage auxquelles il est obligatoire d'assister quand on est à l'écoute. Les premiers temps d'écoute sont faits à 2, avec un ancien expérimenté et une personne en formation. Les responsables de chaque antenne sont à l'écoute des écoutants et ont la responsabilité de ce qu'il se passe à l'écoute. C'est très sérieux et les écoutants sont en sécurité. Et c'est vrai que vous me parlez de cette association, elle a vraiment suffisamment de recul, elle fait un très bon travail. Et oui, je ne la connais pas personnellement, j'ai pas été je ne sais pas comment se passe la formation et je remercie Gabriel, mais je ne suis pas surprise de savoir qu'il y a des groupes de supervision, des groupes de partage. Vous ne serez pas lâchés comme ça. Oui, et c'est pour ça que je compte y postuler, en tout cas en tant que vous avez bénévole, raison. parce que j'en ai Parce qu'ils en recherchent, oui, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit la formation s'échelonne environ sur 80 heures. Elle est assurée par des psychologues, des psychanalystes et des écoutants expérimentés. D'accord, oui, ça conforte donc tous les témoignages qui ont été faits dans ce cadre-là, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, vous pourrez nous rappeler quand vous aurez commencé, si vous souhaitez. D'accord ? Avec plaisir, en tout cas, merci pour cette écoute. Plein de bonnes choses, alors. À bientôt. Au revoir, Benjamin. Merci beaucoup, Camille, de nous avoir appelés. Au revoir. Un petit SMS de Julia qui dit « Ma tante travaille aussi dans une association où elle est à l'écoute des autres et c'est pas simple, me dit-elle, tous les jours pour elle, mais elle prend quand même beaucoup de plaisir à écouter les gens. » Bien sûr qu'il y a cette compensation-là, on le fait aussi dans ce but altruiste d'aider les autres, mais on apprend aussi beaucoup et on en tire beaucoup de gratification. Hein. On accueille maintenant Catherine, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors déjà je voulais vous remercier de prendre mon appel. Je vous en prie, je suis là pour vous. Oui, merci. Et puis toute l'équipe qui m'a bien gâtée à Noël, voilà. Oui. C'est vous qui avez envoyé un petit mot ? Oui, tout à fait. Puis j'ai reçu également. D'accord. Ça m'a beaucoup émue. Bon. Oui. Tant mieux. L'important, c'est de vous faire plaisir. Tout à fait. Alors voilà, ce soir, donc, je voulais parler de mon cas personnel. Donc, il y a quelque temps, j'avais parlé de Noël sur l'antenne. Donc là, ce sont des généralités, disons. C'est quelque chose qu'on peut aborder plus facilement, mais quand il s'agit de parler de soi, c'est déjà plus compliqué. Oui, bien sûr. C'est moins simple. Donc voilà, moi je voulais vous demander, Caroline, comment l'état de victime peut nous faire ressentir de la compassion, voire de la culpabilité face à celui qui nous a fait du mal. Alors, tout en vous sentant victime, vous ressentez de la compassion pour celui qui vous a fait du mal ? Oui, actuellement. Oui. Oui, ça mérite un peu de développer parce que là, c'est assez abstrait pour le moment. Voilà. Donc, voilà. Je vais dire que je suis séparée de mon mari. Ça va faire 6 mois. Mais que dans ma tête, je m'étais séparée de lui depuis 1 an. Donc, nous vivions ensemble encore. Nous vivions encore ensemble. Mais comme il s'était écarté de moi par une relation extra-conjugale qui faisait que j'étais absente à ses côtés. Alors, c'est-à-dire que vous saviez qu'il avait une relation extra-conjugale et donc vous êtes mis en retrait ? C'est-à-dire que c'est lui qui m'a mis en retrait et je l'ai bien senti que je n'existais plus. D'accord. Non, mais tel que vous le formuliez, c'était pas si clair. Parce que vous dites que vous étiez absente, donc on pouvait aussi penser que vous étiez éloignée géographiquement. D'accord. Non. Non, mais en vivant sous le même toit ou pas ? Oui, c'est cela. D'accord. Oui. Voilà. Donc, comment expliquer Donc oui, nous continuons la vie commune. Donc il continuait à
à être très très agréable, c'est quelqu'un de très très serviable, très gentil. Mais bon, je sentais bien qu'il était plus là d'une certaine façon. D'accord. Donc Voilà. c'est pour ça que vous vous êtes séparés de lui? Tout à fait, oui. Je suis partie au mois d'août et là, il a été très étonné. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je parte. Mhm. Donc c'est une décision que j'avais prise moi depuis longtemps. Mais quand vous avez appris qu'il avait une relation extra-conjugale et donc qu'il était beaucoup moins présent auprès de vous, comment avez-vous réagi? Parce que vous dites qu'il a été étonné quand vous êtes parti, mais le temps où il était encore là, même s'il était moins présent, est-ce que vous avez réagi ou est-ce que vous vous êtes Bien replié sûr. sur vous-même? Un peu les deux, mais j'ai réagi, je lui ai dit, il faut quand même faire très attention au mois de février, parce que là, tu es en train de t'engager dans quelque chose qui va te mener loin, parce que c'était une relation très dangereuse, quelque chose de... je veux dire, avec une personne particulière. Qu'est-ce que vous voulez dire par personne particulière? Avec une professionnelle. Oui, d'accord. Voilà. C'était donc il voyait une prostituée régulièrement. Voilà, c'est cela, Caroline. Oui. D'accord. Donc je lui ai dit au mois de février qu'il fallait qu'il fasse très attention parce que cette personne lui soutirait beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est-à-dire qu'en même temps, oui, si c'était une relation tarifée. Oh oui, mais il lui a donné beaucoup d'argent. C'est à partir de là que, bon, ma foi, qu'il ait une relation avec cette femme-là. Et comment vous l'avez... Justement, vous dites qu'il était moins présent, ce qui est particulier parce que est-ce qu'ils se sont vus après en dehors de l'activité professionnelle de cette femme ou c'était toujours dans le cadre de son activité professionnelle? Alors lui m'avait dit que cette femme arrêtait son activité professionnelle, son activité professionnelle au mois de mars. Et en fait, ce qui était difficile, c'est qu'il m'a beaucoup menti aussi. Non, mais parce que si vous voulez, le fait qu'il ait une relation extra-conjugale, mais que ce soit avec une prostituée, normalement, ça limite la présence. Enfin, c'est très codifié. Or là, c'est vrai que tel que vous en parliez, on avait l'impression qu'il y avait donc une autre femme dans sa vie, mais qui était disponible et avec qui il passait énormément de temps. Ah, ça, énormément de temps. Vous savez, c'est quelqu'un qui, qui est retraité de l'enseignement, qui exerce des fonctions municipales et qui est très engagé politiquement. Et donc qui s'absentait, régulièrement. Moi, je posais pas de questions, moi. Par contre, lui, de son côté, me demandait toujours bien de préciser mon planning, savoir comment j'allais travailler tel après-midi, voilà. Pourquoi il était jaloux? Ah non, mais c'était pour simplifier ses déplacements, je veux dire, sûrement. Sachant que moi j'étais absente, il pouvait faire dont il avait envie de faire. Oui, mais il aurait pu vous dites qu'il avait un emploi du temps très occupé de toute façon et qu'il était déjà pas très présent. Alors finalement, vous avez donc vous êtes séparés de lui et aujourd'hui par rapport à votre question, donc vous dites vous vous sentez victime et en même temps vous ressentez de la compassion, voilà, c'est-à-dire? Je suis un petit peu ambivalente, c'est que oui, c'est un peu ambivalente, c'est que aujourd'hui il fait tout pour que je revienne. Alors que moi, je ne peux pas, parce que vraiment, j'ai subi vraiment... j'étais malade de tout ça, de tout cela, de cette situation. Je pense que le mal est irréversible et premièrement, ça ne serait pas bon de reprendre la vie commune après un passé comme le nôtre. Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Depuis 12 ans. D'accord. Bon. Donc vous ne souhaitez pas renouer avec lui? Non, c'est pas possible.
Mais alors pourquoi vous éprouvez de la compassion? Parce que vous le sentez malheureux? Oui. Voilà. Vous vous sentez responsable, un peu coupable de ce qui a pu se passer? Oui. J'ai ma part de responsabilité, oui. Comme, je veux dire, dans un couple, c'est pas, on est chacun responsable de ce qui arrive, je pense. Faut pas tout mettre sur le dos de l'autre. Donc, mais aujourd'hui, comme je suis seulement éloignée de quelques kilomètres, excusez-moi, donc il me recherche beaucoup. Alors moi, je suis en thérapie. Mon psychiatre me dit, mais non, pour évoluer, il ne faudrait pas mieux le voir. Mais vous le voyez quand vous dites qu'il vous recherche, c'est-à-dire que vous voyez physiquement? C'est-à-dire, par exemple, le 1er janvier, comme j'ai expliqué à Paul, il m'a demandé, parce il pleurait au téléphone, je pense qu'il est sincèrement malheureux, c'est pas du chantage affectif qu'il me fait. Il m'a demandé de venir partager le repas, donc le repas du jour de l'an. Donc j'ai dit oui. Et bien que pour moi revenir dans cette maison c'est assez difficile, j'ai dit oui. Et nous avons passé un agréable moment. Et après nous sommes sortis nous promener. Vous étiez heureuse de ce moment passé avec lui? Oui, parce que je sentais que ça lui avait fait du bien. Oui, mais à vous? Bon, moi, ça m'a pas fait de mal. Mais après, je suis pas bien. Parce que je me dis, quand je rentre chez moi, c'est pas comme ça que ta situation va évoluer. Non. Voilà. En tout cas, et puis vous ne l'aidez pas non plus forcément lui. Si vous pensez que compte tenu de ce que vous avez vécu, il ne serait pas bon pour vous de renouer avec lui. Or, en allant le voir, en passant des moments avec lui, en répondant à ses attentes, vous créez de l'espoir aussi chez lui. Ben voilà. Donc déjà, vous dites que ça ne peut pas évoluer parce que là où je rejoins complètement votre psychiatre, c'est que quand on est dans un processus de séparation, on ne peut pas à la fois être dans ce processus de détachement et en même temps continuer à entretenir un lien. Oui. Parce qu'alors là, pour le coup, on est en pleine ambivalence. Ben voilà. Et quand on est acteur de la séparation, c'est-à-dire on est celui qui prend l'initiative de la séparation, c'est pas rendre service à l'autre aussi de continuer à le voir et de continuer à entretenir ce lien. Ah oui, mais ça j'en ai bien conscience de ça. Mais c'est toute votre ambivalence, hein, c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas d'un côté cet homme qui a mal agi en vous trompant et vous qui seriez comme ça dans une position de victime, même si ce que vous avez vécu vous a blessé, vous a meurtri. Oui, hein. Mais bon, c'est toute votre relation que vous interrogez aussi, et parce que on peut se demander comment ça se passait avant même qu'il ait cette relation extra-conjugale entre vous. Ben pas très bien au niveau physiquement, quoi, je veux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça, même moi à la limite, je lui avais dit, écoute, si tu veux rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. J'étais pas, voyez. Alors moi, vous lui donnez le feu vert, vous lui donnez la permission. La permission, c'est d'une certaine façon, oui, c'est pas. Aller dire à son conjoint, si tu veux rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Oui, c'est plus qu'implicite, c'est explicitement. Vous lui disiez que il pouvait avoir une sexualité en dehors de vous. Oui. Parce que ça ne se passait pas bien entre vous. Vous n'aviez pas envie. Ah ben non. Envie de rien, hein. Moi personnellement, et puis bon. Mais ça a toujours été comme ça? Ah non, mais bon, je veux dire sexuellement, physiquement, ça n'a jamais été non. Vous vous êtes jamais bien entendu? Non. Alors non.
Oui, donc c'est pour ça aussi certainement qu'il y a chez vous cette culpabilité, enfin cette ambivalence tout au moins, parce que vous saviez que sur ce plan-là, eh bien, il n'y avait pas d'entente, que vous lui avez dit, au fond, que ça aurait pu être un compromis. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire ils sont ensemble, ils partagent beaucoup de choses, il y a une complicité affective, intellectuelle, mais sexuellement, ils vivent des relations en dehors du couple. C'est un accord tacite. Oui. Bon, là, d'ailleurs, le choix de votre mari d'aller voir une professionnelle, pour reprendre votre expression, n'est pas neutre. C'est-à-dire que vous parlez c'est là où j'ai mis du temps à comprendre, parce que vous parliez de relations extra-conjugales dans lesquelles il s'était beaucoup investi. Oui. Dans les faits, choisir une professionnelle, c'est quand même limiter la casse, si je peux dire de façon un peu familière. Oui. Ben oui, parce que c'est des rapports sexuels contre de l'argent. Donc ça dégage de l'implication affective, en principe. Oh oui, mais là, c'était pas le cas. Oui, non, mais bien sûr, on peut toujours être dépassé. C'est comme de dire, je vais avoir une aventure, mais ça sera qu'une aventure et ça me mènera pas plus loin. Les sentiments peuvent s'en mêler. Il peut y avoir un attachement. Oui, là, il est vraiment tombé amoureux de cette fille. Voilà, le problème est là. Mais au départ, il n'a pas eu une aventure, il n'a pas pris une maîtresse. Non. Il est allé voir une professionnelle où on pouvait penser que même s'il lui s'emballait, elle pouvait rester dans son cadre, le recadrer. Donc c'était ce qu'il ne trouvait pas au sein de votre couple, il l'avait à l'extérieur en payant. Tout à fait. Et ça pouvait permettre, paradoxalement, de préserver votre couple. Or finalement, là, vous, bien que lui ayant dit tu peux aller voir ailleurs, vous ne l'avez pas supporté. Parce que pour vous, ça a été une blessure. Mais c'est pas le fait qu'il ait cette relation avec cette femme, c'est le fait qu'elle lui ait pris beaucoup d'argent. Et après, oui, ce qui est paradoxal d'ailleurs. On voit bien où se situe l'atteinte. Vous pourriez être très meurtri qu'il ait une relation avec une autre femme et qu'il en tombe amoureux. Mais ce qui vous gêne, c'est qu'elle lui ait pris beaucoup d'argent. Ben oui, parce que... elle comptait pour lui. Ah oui. Ben oui. Ben oui. Et vous aviez le sentiment de ne plus compter pour lui? Ah non. Moi, je comptais plus. Moi, j'étais absente. Je comptais plus pour lui. J'étais un meuble dans la maison. Voilà. Oui, j'étais ça. Bon. Alors, vous avez bien fait de partir. Je n'étais plus une personne. Donc, oui. Bon, donc vous avez bien fait de mettre un terme à cette relation, puisque si il n'y avait plus, c'était pas seulement un manque au niveau de votre sexualité, c'était qu'il n'y avait plus d'échange. C'était la relation qui était à questionner. Bon, donc vous avez bien fait de mettre un terme. Et je rejoins l'avis de votre psychiatre, puisque vous avez pris cette décision. Continuer à le voir vous entraîne dans une confusion. C'est cela même, oui. Voilà. Je voulais vous demander, hier soir, vous avez dit le psychiatre, le thérapeute n'a pas à parler de lui. Oui, tout à fait, oui. Moi, mon thérapeute, quelquefois, il parle un petit peu de lui pendant... Oui, mais un petit peu, qu'est-ce qu'il dit? Rien de très impliquant. Ah non. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il peut parler de ses enfants, que sa fille a eu un fils, qu'il a eu un petit-fils, voilà, c'est tout. Bon, ça va pas très loin. Non. Ça va pas très loin. Il vous parle pas de ses états d'âme et... Ah non, pas du tout. D'accord. C'est quelqu'un de très bien. Bon, comme vous. C'était dans ce sens-là. Merci beaucoup de votre appel. Merci infiniment, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Catherine. Merci. Au revoir. Europe 1.
Alors des mails, Laurence de Picardie revient sur le témoignage de Catherine qui s'interrogeait sur la relation avec son ex-époux qu'elle a quitté parce que ce dernier avait eu des relations avec une prostituée. Laurence dit on vous sent quand même assez sûr de vos attentes par rapport à ces relations. Vous êtes peut-être dans une nostalgie, mais il faut maintenant penser à vous. Votre ex-mari est adulte, il va se reconstruire de son côté avec le temps. Et puis il y a des réactions aussi suite au témoignage de Benjamin qui se demandait, qui avait envie de devenir écoutant pour SOS Amitié qui recherche toujours des bénévoles et qui se demandait comment ne pas être trop atteint, fragilisé par ce qu'il allait entendre. Bernard dit ça m'a fait du bien son intervention, ça montre l'intérêt d'un bénévole et d'un futur intervenant. Bernard qui de son côté avait joint l'association Contact pour parler de l'homophobie. Et puis Luna aussi était contente parce qu'elle disait qu'elle se posait la même question au sujet des écoutants. Cyril, lui, est infirmier en disant nous n'avons pas de véritable formation pour encaisser les décès et les problèmes, mais la première expérience souvent douloureuse nous apprend nos limites. Et c'est très important cette question de limites, à un moment de s'y confronter, savoir qu'on ne peut pas tout porter, sauver le monde et sauver forcément la personne qu'on a en face de soi. C'est aussi cela, la respecter, ne pas aller plus vite qu'elle et ne pas désirer pour elle. C'est voilà, on n'a pas à vouloir quelque chose de cette personne, pas plus qu'un thérapeute n'a à vouloir quelque chose pour les patients qui viennent le consulter. On va accueillir François. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir François. Bonsoir, je suis très content de pouvoir vous contacter. Je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux. Ah, merci beaucoup. Meilleurs vœux également, choses, François. Une bonne année, voilà. À vous aussi. Je vous suis depuis très longtemps, donc voilà. On s'est déjà eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Oui. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a 2 ans. Hein. Ah oui, bon. Quand même. D'accord. Oui, quand même. Voilà. À quel sujet ? Ah, voilà, bon, je vous résume un petit peu le sujet. Oui. Donc voilà, je suis un papa divorcé, oui. De 43 ans. Oui. Voilà, divorcé depuis 3 ans. Et puis, le sujet qui me fait vous appeler, c'est que j'ai mes filles, je les voyais tous les 15 jours, donc dans un cadre complètement cadré. Et puis là, depuis un mois, leur maman a déménagé pour des raisons personnelles qui sont tout à fait respectables, que je ne conteste pas. Mais il se trouve que c'est 800 kilomètres et que, donc mes 2 enfants, à savoir mes 2 filles, 14 ans et 9 ans, je ne les verrai que pour les vacances scolaires. Et oui, voilà. Vous ne pourrez plus les voir évidemment tous les 15 jours. Voilà. Donc vous imaginez, moi comme je suis un petit peu fusionnel, on va dire les choses comme ça, c'est très compliqué. Bah oui, ça vous attriste, forcément. Même. Oui, et puis je suis le papa, j'ai 2 filles, 14-9 ans. La petite, elle est très très proche de moi. Oui. La grande, adolescente, on va pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas, voilà, non. c'est très compliqué pour moi et je le vis très mal, quoi. Je le vis très mal. Mais donc, elle vous avait consulté, elle vous avait consulté, votre ex-femme, quand même, par rapport à cette décision. Écoutez, c'est un divorce qui a été un petit peu conflictuel. On va pas se le cacher. Donc relativement conflictuel. Cela étant, on a quand même réussi à arranger un petit peu les choses. Oui. Mais cela étant, moi 800 km c'est beaucoup. Donc ça change un petit peu toute la donne des choses, parce que moi je voyais mes filles tous les 15 jours. Dans un cadre donné. Bien sûr, oui, mais ça change complètement, oui. J'ai bien compris. On est bien d'accord. Là, pour le coup, ça change complètement les choses. Et moi, je le vis... Vous le vivez mal. Ça se comprend, ça se comprend. François, on va continuer à se parler. Ce sera après le journal. Je crois que vous aimeriez bien avoir des témoignages. 39-21, peut-être, des pères ou des mères qui sont
retrouvez confronté à cette situation de conjoint éloigné. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h et je vous invite à appeler le 39 21 pour me parler de vous, et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment réagir aux différents témoignages à ce numéro par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ou également par mail sur le site europe1.fr. Alors François, juste avant le journal donc de minuit, vous nous confiez un petit peu votre désarroi parce que vous êtes divorcé depuis 3 ans, vous avez 2 filles, une de 14 ans, une de 9 ans, que vous voyez jusque-là régulièrement, tous les 15 jours. Et là, votre ex-femme a pris la décision de déménager. Le problème, c'est que c'est à 800 km et donc, évidemment, vous ne pourrez plus les voir tous les 15 jours, mais uniquement pendant les vacances scolaires. Alors, je vous demandais si vous aviez, elle vous avait mis au pied du mur, ou est-ce que vous étiez prévenu de cette situation? Alors, vous m'avez répondu, pas vraiment répondu, vous avez dit que c'était un divorce conflictuel, mais depuis, que semble-t-il, ça s'était arrangé. Donc, comment ça s'est passé quand elle vous a fait part de cette décision Très honnêtement, j'ai été mis au pied du mur. Mais ça, c'est pas normal. Déjà, enfin, vous voyez, parce que non, mais tout à fait. Après, bon, qu'elle refasse sa vie. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Elle a tout à fait le droit, mais c'est-à-dire qu'elle va là-bas pour rejoindre un compagnon. De ce côté-là. Pardon, excusez-moi, oui. Elle va là-bas pour rejoindre un compagnon. Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais cela dit, ça a des implications parce que elle a bien sûr tout à fait le droit de, à partir du moment où vous êtes séparés, d'avoir une vie sentimentale. Bon, mais par rapport aux enfants, il y a, je dirais, on fait en sorte aussi, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs, et donc c'est important de faire en sorte de pas trop les éloigner de l'autre parent non plus, parce que ça participe à leur équilibre aussi psychique. Donc ça je sais pas, on en parle, on prévient. Comment réagissent vos filles d'ailleurs? Écoutez, la grande est un petit peu dans son monde, j'allais dire. Elle est adolescente, 14 ans. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas manifesté. Elle n'a pas manifesté. Je ne veux pas faire de psychologie de bas étage parce que j'en serais incapable. Et la petite. Oui, mais enfin, justement, elle va quitter ses amis. Elle va quitter ses amis. Elle va quitter. Enfin, à 14 ans, on est très attaché à sa bande d'amis. Complètement. Et la petite qui a 9 ans, elle est plutôt de mon côté, quoi. Son papa, etc. Bon, voilà. Bon, maintenant, je ne veux pas faire non plus ombrage. Chez leur maman, c'est tout à fait normal. Non. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis complètement légitimiste, j'allais dire, sur ce domaine. Cela étant, moi, en tant que père, par rapport à mes filles, en plus deux petites filles, une petite fille et une adolescente. Sont encore des petites filles. Non. Moi, ça me fait du mal, quoi. Bon, voilà. Et c'est ça qui me fait. C'est un petit peu l'objet de mon appel de ce soir, quoi. Bon, voilà. C'était par rapport à ça. J'accepte complètement le fait qu'elles partent et suivent leur maman. Dans un contexte de divorce, de garde, et que leur maman... oui, vous n'avez pas voulu rentrer dans une démarche procédurière avec le juge. En tant que père, vous comprenez, quoi.
Excusez-moi, oui, pardon. Vous n'avez pas voulu rentrer dans une démarche juridique avec le juge aux affaires familiales, parce qu'après tout, vous auriez pu contester. Oui, pas tout voulu. à fait. D'accord. Bon, à partir du Surtout moment... que je suis juriste de formation, donc je connais bien le problème. D'accord. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce domaine-là, pour préserver les filles aussi. Hein. Je comprends. Je pense qu'il faut préserver aussi l'intérêt des enfants. Bien sûr. Hein. C'est déjà, comme je vous disais tout à l'heure, le divorce était suffisamment conflictuel pour ne pas surajouter par rapport aux enfants. Vous avez plutôt j'entends. préserver l'intérêt des enfants. Moi, je ne cache pas que, pour moi, c'est très lourd, quoi. Les savoirs à 800 km, de ne les voir que, comme je vous dis, mettez sur le mail que je vous envoyais, les voir que pendant les vacances scolaires, c'est un moindre mal, certes, mais c'est quand même très très difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est un simple père. Non, vous êtes le père et c'est compliqué déjà un divorce. Je me suis permis de vous appeler et peut-être avoir aussi des avis de, comme je disais entre guillemets sur le mail des sans sommeil. Des gens que peut-être ont connu les mêmes expériences et qui peuvent me donner aussi ce qu'ils ont vécu. Bon, écoutez, vous avez lancé l'appel, on aura peut-être des réactions. Oui, peut-être. Oui. Bon, même si on n'a pas, il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez un petit peu le contexte, quoi. Bien sûr. Je comprends que c'est douloureux. C'est anodin par rapport, parce que moi je vous écoute tous les soirs, donc il y a des cas évidemment beaucoup plus compliqués. Et non, mais attendez, que le mien. Mais je me suis permis de vous appeler parce que, écoutez. Alors il y a quelqu'un qui envoie un message en disant. Très important, quoi. Bon, voilà. Mon frère est divorcé, donc séparé de ses enfants. Il est également loin d'eux. Oui. Et pour compenser l'éloignement, ils se contactent régulièrement sur MSN avec la caméra. C'est comme peu, ils étaient l'un à côté l'un de l'autre. C'est vrai qu'il y a ces nouveaux moyens qui permettent comme ça de Skype notamment. De Skype, de pouvoir se parler, de se voir. Ça ne remplace pas la proximité et le fait de pouvoir suivre. C'est un vrai déchirement pour de nombreux pères, puisque c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de plus les mères qui ont la garde des enfants, et c'est déjà le divorce, parce que voir ses enfants une fois tous les 15 jours, c'est peu quand on y réfléchit. Et alors ne les voir que pendant les vacances scolaires, c'est vrai que ce serait très peu. Voilà, moi c'est un petit peu ce qui me taraudait. Je comprends. Voilà. Mais peut-être qu'à un moment, vous savez, ça peut aussi évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un âge où vous parlez de votre fille qui est adolescente, donc qui est un peu dans son monde. C'est-à-dire à ce moment-là, à l'adolescence, il y a un nécessaire. C'est toute l'ambivalence des adolescents. Ils veulent à la fois, ils ont besoin de se détacher de leurs parents, et en même temps, ils ont terriblement besoin d'eux encore. Donc il y a toujours un mouvement comme ça d'aller-retour. Donc c'est vrai que là, elle a dû investir beaucoup les amis. Plus que papa-maman, contrairement à votre fille de 9 ans qui, elle, est encore beaucoup dans cette relation. C'est une enfant, elle est petite, donc elle a besoin de cette relation très affective avec vous. Mais pour autant, les choses peuvent, à un moment, on voit justement à l'adolescence des enfants qui demandent, lorsque les parents sont séparés, à un moment à changer, à aller vivre avec le parent chez qui il ne vivait pas jusqu'à présent. Donc ça peut aussi, si vous voulez, ça peut émaner de vos filles à un moment, la demande de venir vivre avec vous. Est-ce que vous seriez prêt à les accueillir si c'était le cas? Mais complètement. Oui. Donc ça peut évoluer. Même si, voyez, vous ne le demandez pas, mais ça peut venir d'elle. Vers ma grande fille. Enfin, ma grande fille qui a 14 ans. Bon. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs. Bon. Autant la petite, je sens qu'elle est déchirée du fait de partir. Mais autant ma grande, j'ai des relations un petit peu délicates. Oui, mais elle doit en avoir avec sa mère aussi, vous savez. Je suis passé par là aussi, donc j'ai pratiqué, entre guillemets. Mais c'est plutôt par rapport à ma grande, qui a 14 ans. Bon, c'est pas non plus un âge énorme.
Non, mais vous verrez, 14 ans, attendez, ne figez rien. Où les amis comptent plus, oui, c'est normal, ça fait partie de cette période-là. En tout cas, vous avez lancé un appel. Ma démarche, en fait, c'était plutôt par rapport à ça. Autant la petite qu'à 9 ans, bon, ça va, c'est gérable, entre guillemets, et j'aime pas le mot gérable, hein, mais bon, je l'emploie, je suis désolé. Mais c'est plutôt par rapport à la grande, quoi, parce que. Bon, alors écoutez, si vous avez des relations compliquées avec elle, ça peut l'être aussi avec sa mère à cet âge-là, surtout les relations mère-fille. Donc vous verrez bien. Là, pour le moment, ça va être les vacances scolaires et je comprends que ça soit très frustrant et que ça vous attriste. Peut-être que d'ici 1 heure, nous aurons d'autres réactions de pères comme ça qui, suite à un déménagement, ne voient plus leurs enfants que pendant les vacances scolaires, qui ont peut-être plus de recul, nous dire comment ils le vivent. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Alors, il y a Patricia qui dit, vous, votre travail ne vous permet-il pas d'avoir une mutation dans la même région? Ça serait peut-être une solution. En même temps, bon, je ne sais pas si votre femme accepterait, votre ex-femme, que vous la rejoigniez. C'est peut-être compliqué. Vous l'avez envisagé? Rejoindre forcément la région où sont mes filles, mais me rapprocher. Bon, j'ai la chance. Vous rapprocher, d'accord. Je suis dans le fonction public, donc je peux me rapprocher. J'ai absolument aucune intention d'aller dans le département où sont mes filles. Et puis, je pense, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce ne serait pas non plus forcément très bien que je sois complètement à côté. Non, c'est pas forcément parce que votre ex-femme pourrait le vivre un peu comme une intrusion. Et puis pour vous, c'est pas l'idéal. Si de votre côté, vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas? Bah écoutez, moi j'ai eu quelques rencontres, etc. Et puis bon, ça n'a pas abouti. Bon, alors en tout cas, c'est peut-être pas l'idéal, oui, parce qu'il faut penser aussi. J'ai bien l'intention de refaire ma vie, bien entendu. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, l'appel à témoins est lancé. Rien n'est établi, hein. Bon. L'appel à témoins est lancé et si on a des appels d'ici là, eh bien, on les passera à l'antenne. Merci, bon courage à vous, François. Au revoir. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Un petit mail de Laurence de Picardie suite au témoignage de François qui allait être éloigné de ses filles qu'il ne pourrait plus voir que pendant les vacances scolaires. Laurence dit, quel que soit l'éloignement, vous n'avez malgré tout, le lien n'est pas rompu et puis vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ce n'est peut-être que provisoire. Ne perdez pas de vue que vos enfants grandissent et auront tôt ou tard un choix à exprimer. Vivez les instants que vous partagerez intensément et pour le moment, ne vous posez pas trop de questions. Et c'est vrai que les enfants, comme je le disais, peuvent décider. Et puis après tout, même l'ex-femme qui est partie rejoindre un homme, on ne sait jamais, la relation peut aussi ne pas marcher. Hein. Il y a plein d'imprévus dans cette histoire. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Je suis un peu émue. Donc j'aimerais témoigner en fait ce soir sur un phénomène qui est encore mal connu en France et dont ma famille et moi on est victimes. Oui, c'est-à-dire alors je vais essayer d'être claire et concise. Donc j'ai mes parents donc qui ont 85 et 80 ans, j'ai une sœur qui a 47 ans, donc 2 ans de moins que moi. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est en profession libérale. Et elle a commencé une thérapie il y a 3 ans. Oui. Alors on était proches, hein, donc que je sois quand même claire par rapport à ça. On était donc 2 sœurs, 2 ans de différence, voilà. Et elle avait fait déjà une thérapie avant celle dont je vais vous parler, et elle m'en parlait. Donc comme c'était donc à Paris, on se voyait, on déjeunait ensemble. Voilà, elle était tout à fait entre guillemets normale. Et puis ensuite, elle a changé de thérapeute et elle m'a dit qu'elle avait rencontré donc un thérapeute qui faisait de la psychogénéalogie et que ça lui convenait bien. Bon, je connaissais pas ça, mais bon, voilà. Et à partir de ce moment-là,
je l'ai senti s'éloigner de nous petit à petit. C'est-à-dire que j'appelais mes parents, je disais, est-ce que vous avez des nouvelles de ma sœur? Oui. Non, elle nous a pas appelé. Elle habite à quelques kilomètres de chez mes parents. Non, D'accord. elle nous appelle beaucoup moins. Bon, voilà. Et jusqu'au jour où, en mars 2010, elle est arrivée comme une folle chez mes parents. Quand je dis comme une folle, elle était transformée. Son visage transformé, elle pleurait, elle hurlait. Et elle leur a dit qu'il s'était passé quelque chose quand elle avait 3 ans. Et elle ne guérirait jamais s'il ne lui disait pas ce qui s'était passé. Voilà. Elle a commencé comme ça, donc mes parents étaient complètement effrayés, ils l'ont fait asseoir, ils lui ont dit mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, il s'est rien passé, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais tu es malade, est-ce que tu en as parlé à ton thérapeute? Oui, c'est lui qui m'a dit que si vous ne me disiez pas ce qui s'est passé, je ne guérirais jamais. Et alors après, ça a été une litanie sans fin Allô, Sylvie? Sylvie, vous êtes là ou pas? Non, on a perdu... c'est bizarre, ça a coupé brutalement. Sylvie, êtes-vous là ou pas? Non. Bon, alors c'est embêtant parce qu'on est en plein milieu de l'histoire. On va essayer de la rappeler, voir ce qu'il en est. Allez, on va passer un petit peu de musique parce que visiblement, on a du mal à la récupérer. Sylvie, on vous a retrouvé? Oui, je suis là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non plus. J'espère que ça ne va pas se répéter. Oui. Alors donc, vous nous parlez de votre sœur qui, à un moment au cours de sa thérapie, est arrivée très très mal, très en crise chez vos parents, âgés réciproquement de 80 ans et 85 ans, en disant que son thérapeute lui avait dit que s'il ne lui disait pas ce qui s'était passé lorsqu'elle avait 3 ans, elle ne pourrait pas guérir. On en était là. Tout à fait. Voilà, donc mes parents étaient très très anéantis. Bon, et puis elle est partie. Elle a dit je ne reviendrai que si vous me dites ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'elle en disait, elle? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas du tout ce qui... Et elle se basait sur quoi, alors, pour dire qu'il s'était passé quelque chose à l'âge de 3 ans? Eh bien, justement, sur ce que lui a dit son thérapeute. Oui, mais 3 ans, c'est très 3 ans, petit pour avoir des souvenirs, justement, à cet âge-là. Mais tout à fait. Je ne sais pas pourquoi 3 ans, justement. Voilà. Mais après, j'ai compris, en fait, quand j'arriverai à la fin. Donc, en fait, je vais être très concise là maintenant, très rapidement. Elle ne fêtait plus les anniversaires, elle ne venait plus à Noël. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de la contacter et elle m'a dit que ça ne me regardait pas, que c'était entre elle et papa et maman et que... donc bien sûr on s'est disputé parce que moi je voyais que mes parents étaient très fragilisés par cette histoire et elle amenait quand même ses enfants donc à mes parents et c'est elle qui les emmenait en fait. D'accord. Donc elle cherchait finalement quand même encore le contact. Moi je l'ai compris aussi comme ça. Oui, bien sûr, à travers ses enfants et puis même d'ailleurs dans cette demande, même si elle revendique, tout à fait. Elle est dans un lien. Exactement. Très infantile, mais dans un lien. Voilà, le lien n'était pas cassé. Voilà, exactement. Et quelques mois après cette crise, mes parents m'ont dit, écoute, on a regardé une émission à la télévision et on aurait dit, Denise, quand on a entendu les témoignages des ne donnez parents, pas de prénom. Hein. Oui. On a entendu donc des témoignages de parents et on aurait vraiment dit ta sœur. Et c'était terrible et les thérapeutes leur font croire à des choses horribles quand ils étaient dans leur petite enfance, etc. Donc, les souvenirs induits. Oui, tout à fait. En fait, moi, ça comment? Les faux souvenirs. Les souvenirs induits. Exactement, tout à fait. Ça m'est resté dans le coin de la tête cette histoire d'émission de télé, bon. Et 3 ans se passent et finalement, cet été, mon père fait un AVC. Bon, il s'y remet doucement. On lui met un pacemaker. Son cœur est fragile. Ma mère part quelques jours. Ma sœur vient pendant que ma mère n'est pas là. Elle vient le voir et elle lui dit voilà, je viens te parler.
Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux parce que je sais maintenant ce qui s'est passé quand j'étais petite. En fait, tu couchais avec moi. Voilà. Quand tu te disputais avec maman, après tu venais dans mon lit. Donc ça a duré longtemps. Maintenant, je sais que c'est ça. Je vais beaucoup mieux. Je te pardonne. Je t'aime, papa. J'ai besoin de toi. Je te pardonne. Mon père a reçu ça comme une grosse gifle. Il était sans voix. Il lui a répondu, mais ce que tu penses de moi est complètement faux. C'est monstrueux. Je n'ai jamais fait ça. Et elle l'a regardé dans les yeux. Elle lui a dit, et tu veux quand même pas qu'on aille devant les tribunaux quand même. Donc, elle est partie. Donc, c'est vrai qu'il m'a raconté ça il y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Il est resté un mois avec ça dans le cœur, dans la tête. Il l'a raconté à sa femme, à ma mère, donc. Oui. Et quand j'ai su ça, j'étais furieuse, j'en étais malade, je me suis dit, c'est ça, voilà, c'est bien ça. Donc cette thérapie, alors après, effectivement, je me suis documentée. J'ai contacté des associations qui s'occupent des manipulations mentales et qui s'occupent en particulier de ces fameux faux souvenirs induits, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui nous vient des États-Unis, qu'ils ont réussi à éradiquer là-bas en 10 ans de temps. Ils les ont eu au porte-monnaie et puis aussi dans les médias, parce que c'est pour ça aussi que je vous appelle, c'est pour faire connaître ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un adulte entre 30, 40, 50 ans, entre guillemets, dénonce ses vieux parents en disant, et en suivant une thérapie, et voilà, je me souviens d'eux, c'est impossible. Et je veux surtout pas mettre. Attendez. Non, il faut pas qu'il y ait de confusion. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce que les parents sont âgés, très âgés, qu'ils n'ont pas pu commettre au moment dans leur jeunesse, au moment où ils éduquaient les enfants, des actes très graves. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont été maltraitants, des parents incestueux, qui pour autant vieillissent, deviennent âgés. Oui, et alors on pourrait dire parce qu'ils sont âgés, ils sont respectables et il ne faut pas venir maintenant, il faut les laisser tranquilles. Ah non, malheureusement, il y a des personnes qui effectivement en thérapie vont pouvoir essayer qui déjà vont parler de ce qu'elles ont vécu, réellement dans la réalité, de l'inceste subi, et vont pouvoir essayer de s'en libérer. Mais en général, si vous voulez, après ça ne vient pas dans le même temps de dire, c'est pas au thérapeute de dire, en gros, vous avez certainement vécu quelque chose de très traumatique à l'âge de 3 ans, ou à l'âge de 10 ans, il induit quelque chose, mais d'autant plus quand c'est dans la prime enfance, puisque là on n'a pas de souvenirs, si vous voulez, c'est rare d'avoir des souvenirs conscient, en tout cas avant 3 ans. Alors c'est dans le processus analytique, au travers de rêves, au travers d'émotions qui vont ressurgir, qui peuvent être réactivées par certains événements de vie, qu'il y a des choses, on peut s'approcher de cette période de la vie, parce que tout ce qu'on a vécu reste ancré en nous, et dans notre corps et psychiquement. Mais le thérapeute, lui, ne va jamais dire il a dû se passer quelque chose, parce que sinon il induit déjà une réponse. Mais c'est justement ça, c'est que alors à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle la thérapie sectaire, c'est-à-dire que tous les thérapeutes ne sont pas des saints, malheureusement. Ah non, bien sûr, oui. Et cette thérapie, en fait, elle est sectaire dans le sens où ils vont justement, induire. Oui. Ils vont induire des souvenirs qui n'existent pas. Pour de l'argent, pour X raisons, pour manipuler mentalement une personne. Après, chacun. Mais ça existe, ces thérapeutes-là. Et malheureusement, malheureusement en France, on est au b.a.-ba de cette histoire-là. Aux États-Unis, là maintenant, ça n'existe plus parce que, comme j'expliquais à la personne que j'ai eue avant vous, ils ont éradiqué ça.
parce que les thérapeutes, les assurances ne payent plus les thérapies, et puis c'est une faute grave maintenant, c'est une faute professionnelle grave. Cela dit, mais vous semblez dire que les thérapeutes qui pratiquent cela le font sciemment. Certains, oui, j'en suis absolument Vous certaine. en êtes certaine? Parce que moi, je penserais que ce sont des thérapeutes qui ne sont pas suffisamment formés, vous voyez, de mon point de vue. Alors, il y a les deux. Et qui, vous, Caroline. vous voyez, oui, je pensais plutôt, ce qui est tout aussi grave, hein, tout aussi préjudiciable pour la personne qui vient les consulter et demander de l'aide, évidemment. On a vu ça, par exemple, parfois avec des thérapeutes qui pratiquent l'hypnose, et ça ne remet pas du tout en question la pratique de l'hypnose, oui, hein, tout à fait, quand elle est pratiquée par des thérapeutes compétents, mais où sous hypnose, il peut y avoir des images qui vont ressurgir, qui doivent être toujours retravaillées après. Parce que c'est là où il y a eu beaucoup de souvenirs induits liés à une mauvaise interprétation. Parce que dans les analyses, si vous voulez, il arrive au travers de rêves où les patients parfois décrivent des scénarios incestueux, où elles se voient dans le lit avec leur père, où il y a des caresses. Et où certaines décrivent que ça a l'air tellement réel qu'elles pensent que ça l'est. Mais si vous voulez, un thérapeute très compétent doit justement y aller, mais très 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 doucement pour dénouer ce qui est de l'ordre de la fantasmatique d'Hypienne, et qui peut s'exprimer au travers de rêves, parce que des personnes qui sont en analyse, il n'est pas rare qu'elles peuvent remonter comme ça à des rêves où il y a des relations avec le père ou la mère, parce qu'on arrive on touche à cette problématique de la période d'Hypienne, et la personne, si le thérapeute n'est pas suffisamment formé, pas suffisamment compétent, peut s'engouffrer là-dedans en pensant que ça a réellement été vécu et que ça constitue un traumatisme. Et ça peut être très préjudiciable, vous voyez, mais en toute bonne foi, j'allais dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, d'ailleurs, certains prenaient les débuts de Freud avec l'hystérie féminine, où justement il parlait on aurait cru en lisant Freud que toutes les femmes de Vienne avaient été violées. On le prenait au premier degré. Hein. Alors, ça ne veut pas dire, pour autant, il y a l'autre cas de figure où beaucoup de personnes, des personnes qui, elles, ont été réellement victimes d'abus sexuels, d'inceste, et n'ont pas été entendues. Il y a aussi cet autre cas de figure par des thérapeutes qui les renvoyaient à leur fantasme, alors que malheureusement, on sait aussi que c'est une réalité. Mais ce qui paraît fou, c'est que votre sœur, à l'âge qu'elle a, vienne interroger comme ça vos parents, comme si vos parents devaient lui apporter la vérité sur un plateau, alors qu'on sait bien qu'en thérapie, on réécrit aussi son histoire. Ça n'a pas de sens d'aller faire interroger des parents comme ça de cet âge-là. Pour le coup, je vous rejoins. Et en plus, après cette scène qui est presque trop belle pour être vraie, de « je sais maintenant ce que j'ai vécu, je suis guérie, je vais mieux et je te pardonne papa ». Bon, vous voyez, on a l'impression d'un mauvais film, quoi. Après, c'est le pardon. Mais on a l'impression d'un mauvais film, hein. Oui, complètement. Parce que d'ailleurs, y a-t-il lieu de pardonner? C'est une vaste question. Vous voyez, je pense que si réellement il y a abus sexuel, je pense que le pardon, c'est. Mais c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'elle laisse à ce moment-là ses propres enfants à mon père. Il y a plein de choses qui sont incohérentes, et bon, c'est. Elle continue à laisser ses enfants à vos parents? Oui, complètement. Oui, c'est complètement paradoxal. C'est complètement incohérent, donc c'est. Oui, mais c'est dévastateur, hein. Pour tout le monde. Ça a détruit la famille, ça l'a fait exploser en vol, parce que du coup là, c'est vrai que on est assez démunis, et bon, il y a des associations qui s'occupent de cette mauvaise thérapie, on va dire, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont mal formés et qui mais c'est dramatique, parce que vous voulez, on ne peut pas jouer impunément avec le psychisme des gens. C'est de la dynamite. Quand on manie l'inconscient, on manie de la dynamite. Oui, c'est vrai. Donc si effectivement on prend quelque chose qui relève du fantasme pour la réalité, ça peut être complètement dévastateur dans la réalité. Tout à fait, oui, c'est vrai.
Donc il y a lieu, si vous pensez que vous avez bien fait de contacter les associations, c'est qu'il y a une dérive, de le signaler. Il est médecin, ce thérapeute, ou Non. Non. Bon, sinon c'est l'ordre des médecins, le signaler à l'ordre des médecins. Oui. Et sinon aux associations. Enfin, il y a quand même maintenant les psychothérapeutes, c'est regroupé. Vous pouvez signaler. Au syndicat, Oui, complètement. Oui, bien sûr. Et puis donner le nom à ces associations. Oui, parce tout à que fait. Plusieurs familles après portent plainte contre lui. Enfin, bon. Mais c'est vrai qu'il y a ces thérapeutes en fait qui ne sont pas des thérapeutes professionnels, on va dire, et qui utilisent en fait parce que cette personne-là, elle fait du décodage biologique, elle fait du reiki, elle fait de la morphopsychologie, etc. Oui, d'accord. Alors, le thérapeute en question, là, oui, ce thérapeute, il mélange toutes ces soi-disant techniques. Tout, oui. Élixir, je sais plus, floraux, il fait tout ça, et il est spécialiste de tout ça. Et bon, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre en garde. Et il y a pas les associations ne vous ont pas conseillé une plainte? Parce qu'il faudrait qu'il puisse être interdit d'exercer. Procureur de la République, effectivement, je peux faire une plainte ou alors pour abus de faiblesse par rapport à ma sœur, mais dans ces cas-là, mes parents seraient convoqués à la police. Et il est très fragile du cœur là, et il me dit franchement, je n'ai pas envie. Elle pense qu'elle veut, je n'ai rien fait, je n'ai pas envie de m'engager là-dedans, et je peux comprendre. Mais on est dans une situation où elle vient, elle fait comme si de rien n'était. Lui, ça le rend malade, ça le mine, parce qu'il me dit, je la mettrais dehors. Elle dirait, oui, c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Il ne fait rien, il fait comme si de rien n'était. Ça le rend malade. Oui, c'est très bouleversant. Oui, mais ça montre bien. D'ailleurs, elle continue à venir. Enfin, elle continue à venir, à amener les enfants. On peut espérer qu'à un moment, elle a su quand même changer de thérapeute. Elle était avec un thérapeute qui peut-être d'ailleurs était très bien, elle a arrêté la thérapie. Donc peut-être que passé cette grosse crise, elle va se rendre compte si elle a une relation, comme vous semblez le décrire jusque-là, une relation aimante avec vos parents. Enfin, à un moment, vous voyez, elle peut se rendre compte d'à quel point elle a été manipulée par ce thérapeute. C'est possible, mais... Elle continue à maintenir le lien, c'est important quand même. C'est ça. Moi, c'est là-dessus. Parce que souvent, le problème, c'est qu'il y a des ruptures de lien dans ces cas-là. Il peut y avoir des dérives sectaires. Il y a des thérapeutes qui font partie de sectes. Oui, et puis en général, il marche aussi par réseau, parce qu'elle a commencé avec de la biosynergie, je crois. Et puis ensuite, cette personne l'a envoyée chez ce thérapeute. Donc ça marche aussi un peu bien en réseau. sûr. Et si vous voulez, il y en a qui suivent après des séminaires, des séjours. Je sais pas, il y a des retraites, il y a des choses comme ça. Et là, c'est déjà... Bon, le fait qu'un thérapeute ait, il ait une carte de visite longue comme le bras. C'est-à-dire qu'il multiplie... Oui. Ça fait pas sérieux. Il y en a trop, quoi. Ils sont spécialistes en tout. Presque. On a l'impression qu'il est spécialiste en tout et qu'il peut résoudre tous les problèmes. C'est pas vrai. Un thérapeute compétent, il n'a pas une carte de visite longue comme le bras. Alors après, il peut avoir une formation effectivement universitaire quand il est médecin. Mais si vous voulez, on peut suivre son tracé. Alors que là, oui, ils sont formés en tout, mais en rien. On ne sait pas ce que c'est. C'est des mots qu'on ne comprend pas souvent. On ne comprend pas les mots. Et après, comme vous dites, il y a ce côté réseau où on est orienté. Ça peut être par un kiné, par psycho. Je dis kiné, mais ça pourrait être une autre profession. Il n'y a pas du tout d'opprobre sur les kinés. Ça peut être, je sais pas moi, un orthophoniste, peu importe, quelqu'un. Et après, si vous voulez, il peut y avoir, on va recommander des livres. Et puis après, ça peut être des retraites, des séjours, Exactement. Et finalement, c'est tout. Là, on est vraiment dans le registre de l'escroquerie ou de la dérive sectaire. Complètement. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a un mari et normalement, ça devrait être lui qui devrait faire quelque chose, puisque c'est vrai que donc je l'ai appelé et
Lui, ne veut rien savoir en fait. Il me dit si ça peut te rassurer, je sais que ton père n'a rien fait, mais je lui dis mais c'est pas le problème. Le problème, il est que ta femme le croit. Et mais donc, ça doit secouer le couple chose. quand même si elle va mal à ce point-là aussi. Son couple doit être mis à Moi, je l'épreuve. pense, et même les enfants, même si je les vois de temps en temps, je peux pas m'imaginer qu'ils aillent très très bien. C'est très Et puis c'est très violent pour votre père, même c'est si. ça, c'est surtout pour mes parents. Enfin, vous pouvez dire qu'en même temps c'est qu'elle va mal et que on peut penser que espérer. C'est ce que je leur dis. Elle continue à le voir, ce thérapeute, ce soi-disant thérapeute. Je ne sais pas. Je vous propose votre témoignage suscite pas mal de réactions. Je vous propose qu'on accueille également Léa qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc j'ai écouté le témoignage de Sylvie, oui, qui m'a fait immédiatement réagir parce que je me disais qu'un jour j'appellerais moi-même à l'antenne pour faire part et dénoncer. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Malheureusement, un certain nombre de dérives qui existent dans le domaine des psychothérapies, que ce soit par des psychothérapeutes autoproclamés ou parfois malheureusement par des personnes diplômées, ce qui peut être encore plus dangereux parce que ça induit... Et pour les repérer. Voilà, c'est ça, ce qui est mon cas. Donc bon, ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon histoire personnelle. Non, enfin, parlez-nous quand même de ce qui vous est arrivé, sans rentrer forcément dans les détails, mais dites-nous. Oui, quand alors même. j'ai rencontré. Alors bon, moi, ça a commis des dégâts, mais sur ma vie, mais absolument considérables. Ça fait plus de 15 ans que j'essaye de me reconstruire après ça. Voilà, donc c'est vous dire. Et évidemment, sur ma famille, toutes mes relations avec ma famille, évidemment. Mais sur des faux souvenirs comme ça Alors non. Alors non. voilà, moi ça n'a pas été des faux souvenirs. C'est une personne donc, qui était psychologue, que j'ai consultée. J'étais relativement jeune, pour des petits problèmes, on va dire. Et je me suis trouvée, malgré moi, je suis tombée sous l'emprise de cette personne, qui est une personne qui exerçait énormément d'emprise sur ses patients. J'ai pas été la seule. On a énormément de victimes de cette personne qui continue à exercer. Ça, c'est un autre problème qu'on pourra évoquer peut-être une autre fois. Non, même là, oui. Même... Personne n'a porté plainte contre elle. Il y a une personne qui a, je sais, il y a des années de cela, qui a voulu porter plainte. Elle a réussi à l'en dissuader, à lui faire peur, parce qu'elle gagne toujours, en fait. Elle est très procédurière. Très parano, je pense. Elle a une problématique personnelle. Mais alors, en quoi, pour vous, était-elle très déviante Alors moi, donc je me suis retrouvée, malgré moi, embarquée dans une thérapie qui finalement ne correspondait pas à ce dont j'avais besoin, mais son emprise et la peur qu'elle faisait régner, je crois. J'ai été prise, elle dramatisait énormément les choses. Et donc, comme il y avait aussi des thérapies de groupe. Voilà, c'est une personne qui pratiquait des thérapies de groupe. Je crois que c'est ce qui a été le plus nocif, en plus des entretiens individuels, qui a été dans la dérive sectaire. J'entendais que vous en parliez. De façon assez importante, il y avait toute une partie de sa clientèle, on va dire, qu'elle avait embarqué dans son aventure. Je veux pas trop donner de détails parce que je voudrais pas que ça puisse être identifié. Vous êtes encore dans la peur par rapport à elle ? Disons que je n'ai pas résolu mon transfert parce qu'elle m'a jetée, mais d'une violence, comme je disais à la personne que j'ai eue en ligne. Comment ça, elle vous a jeté ? Mais d'une violence, C'est-à-dire ? Écoutez, je me retrouvais au moment de boucler un projet pour lequel elle m'avait poussée finalement contre mon gré. Je sentais bien en fond de moi, mais je pouvais plus m'écouter en fait. Elle m'amenait à ne pas m'écouter, contrairement à ce qu'elle disait. Tout son travail, au contraire, était soi-disant
tourné vers l'écoute de soi, etc. Ouais. En fait, c'était tout l'inverse qui s'était produit. Je sentais bien au fond de moi, mais bon, je pouvais pas le regarder en face. Ouais. Et au moment de clore ce projet, je le sentais pas, j'en ai fait part. Et là, elle a eu des propos, mais d'une violence, qui ont induit chez moi des peurs considérables à un moment où j'étais déjà un peu fragilisée, justement, parce que je traversais. Je n'ai pas pu faire face. Et là, ça a été la descente aux enfers, mais alors quelque chose... Mais pourquoi ? Parce que vous parlez de termes très forts, mais c'est-à-dire descente aux enfers, il s'est traduit comment ? Elle a employé des termes autour de la maladie, autour de... Mais parce que vous êtes malade ou elle disait que vous étiez malade ? À ce moment-là, non, j'étais pas malade. Je le suis pas d'ailleurs. Je n'ai aucune maladie. Non, mais elle disait que vous risquiez d'être malade. Oui, voilà, oui. Et puis elle m'a orientée vers une perspective de. Je peux pas en parler, mais vers quelque chose qui a été extrêmement angoissant. Oui, on voit que vous avez du mal à en parler. Qu'elle a arrêté cette thérapie de manière comme ça, mais de but en blanc. Alors, ça faisait 6 ans que je la voyais. Oui, mais parce que vous deveniez certainement dangereuse pour elle, malgré tout, même si... c'est-à-dire qu'à un moment, vous alliez contre ce projet qu'elle avait en œuvre pour vous. Vous dites que c'était un projet, mais c'était elle qui était à l'origine. Exactement. Parce que ça rejoint... que le thérapeute, juste, n'avait pas à avoir de désir pour son patient. Oui. Mais c'était le cas, je pense. Voilà. Il n'a pas à vouloir quelque chose pour lui en particulier. Voyez ? Oui. C'est-à-dire, évidemment, c'est ce qu'on vise, ce vers quoi on tend, c'est que le patient aille mieux, c'est qu'il puisse guérir éventuellement, c'est qu'il aille mieux. Mais il n'a pas à avoir de désir, d'ambition, de projet pour l'organisation, pour sa vie, pour son devenir, il n'a pas à désirer pour lui. On part du principe, il va l'aider à advenir, mais c'est le patient qui sait. Voilà. Donc. Là, tout est mélangé. Alors, mais ça se comprend. Mais vos témoignages font très peur. Mais en même temps, on peut comprendre que à quel point il est facile de manipuler quelqu'un qui ne va pas bien, parce que c'est forcément, quand on est thérapeute, on est dans une position de pouvoir. On a un très grand pouvoir, parce que les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui sont fragilisées à un moment de leur vie, qui ne vont pas bien. Je ne parle pas des personnes qui ont des troubles psychiques, ça peut bien sûr aussi arriver, mais je parle simplement des personnes qui à un moment de leur vie vont être fragilisées et qui se mettent à nu, parce qu'on se met à nu quand on va voir un thérapeute, c'est-à-dire qu'on se montre le plus vulnérable avec ses failles, avec ses faiblesses. Donc pour quelqu'un qui est pervers, qui est manipulateur, et malheureusement, il peut y en avoir, il peut y avoir, eh bien, c'est très facile de tirer les ficelles. Alors qu'au contraire, le but d'une thérapie, c'est de permettre à la personne d'acquérir de l'autonomie et de la liberté. C'est tout l'inverse, en fait. En fait, elle était dans un double discours, ce qui était d'autant plus confusionnant. Parce qu'elle elle prenait l'autonomie, etc., alors qu'elle-même tendait à enfermer ses patients, et dès qu'ils manifestaient le moindre signe comme ça d'autonomie, d'opposition, elle détruit les gens. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est très destructeur. Oui, mais vous avez raison. C'est le mot. Il peut y avoir véritablement une destruction parfois. Mais alors, il faut qu'on conclue malheureusement. Mais je dirais quand même la mise en garde, c'est ce que je disais par rapport aux personnes qui souvent ils ont toutes les méthodes du monde sur leur carte de visite, quoi. C'est trop à un moment, et on peut pas identifier. Il y a plein de termes qu'on ne comprend pas. Beaucoup quand c'est trop en réseau. Vous vous rendez compte qu'il y a tout un réseau de professionnels soi-disant du domaine de la santé impliqués. Prudence. Et puis quand en plus de la thérapie, on vous propose des choses que vous ne souhaitez pas, genre stage et autres. Merci en tout cas de vos témoignages édifiants, et bon courage à vous. Merci beaucoup, au revoir. Caroline. Merci. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves, excellent week-end. On se retrouve lundi, j'espère. Il est maintenant 1h sur Europe 1. Et c'est dimanche, vous voyez, les vacances sont passées par là, dimanche, pardonnez-moi. Il est 1h sur Europe 1, c'est l'heure des infos présentées par Noémie Mailhodon. Bonsoir Noémie.